Bonjour mes amis, merci de votre fidélité à cette chaîne. Alors aujourd'hui on va parler d'un événement très particulier. Est-ce que c'était un accident ou est-ce qu'il y avait autre chose? Chacun se fera son idée. Nous allons parler de la mort du secrétaire d'État au commerce sous Bill Clinton, Monsieur Ron Brown. Monsieur Ron Brown s'était déplacé en 1996 de Washington vers Zagreb, la capitale de la Croatie. Dans le pays régnait une agitation très particulière parce que c'était la fin de la guerre depuis peu et il y avait des contrats valant plusieurs milliards de dollars à signer pour ce qu'on a appelé la reconstruction. Donc bien sûr, beaucoup de pays, y compris les États-Unis, voulaient être au starting block pour rafler le maximum de ces contrats. Alors, la Maison-Blanche a envoyé Ron Brown avec des hommes d'affaires, avec des banquiers, des barbouzes de la CIA, pour qu'ils puissent revenir avec plein de contrats. Alors, une fois qu'il arrive à Zagreb, on met à sa disposition un avion exploité par l'US Air Force basé à Ramstein en Allemagne. Alors, l'avion c'est quoi? C'est ce que les militaires appellent un CT-43A. Alors, pour faire simple, c'est un Boeing 737-200. Ironie du sort, ce Boeing-là avait servi pendant de longues années comme école de navigation. Il était muni dans la cabine de sièges avec des pupitres contenant des instruments de navigation. Et en fait, des élèves des élèves navigateurs de l'US Air Force s'installaient sur ces sièges, l'avion décollait et ça leur permettait de faire des travaux pratiques en conditions de vol réel en utilisant les instruments. Par la suite, elle a été convertie en avion de transport de personnalité. Mais je dis que c'est ironique parce que cet avion qui a servi d'avion ou d'école de navigation, son propre tableau de bord était très mal équipé. Le tableau de bord ou l'équipement de cet avion a été décrit par la suite de primitif. Et l'accident, si c'est un accident, a eu lieu à cause d'une erreur de navigation que je vais vous expliquer. Il y a des avions d'aéroclub, des Cessna 172 certifiés IFR, qui ont des instruments plus nombreux et plus sophistiqués que ce 737 qui s'est écrasé dans la montagne en s'approchant de Dubrovnik. Alors, l'aéroport de Dubrovnik, pour vous dire à quoi il ressemble, pour vous donner un petit peu la situation, il ressemble à ceci. Je prends cette feuille, je vais la plier en 3, je vais vous expliquer à quoi ressemble l'aéroport de Dubrovnik. Alors, le voici. On a ici, on a la mer. Imaginons la mer Adriatique. Là, on a un plateau. Au bord de la mer, on a un plateau sur lequel il y a l'aéroport. Et construit l'aéroport de Dubrovnik. Aéroport qui avait été détruit presque entièrement durant la guerre et reconstruit un petit peu à la va-vite par la suite. Donc l'aéroport est là et la piste est parallèle à la mer. Ce mur vertical, que je montre ici avec à peine un peu d'exagération, c'est la montagne. Alors, quand un avion s'approche, comme celui de l'avion de Ron Brown, quand il s'approche, il faut faire gaffe. Les pilotes voient à leur gauche la montagne, à leur droite la mer, et au milieu il y a la piste. Donc il faut viser correct pour arriver sur la piste et ne pas arriver dans la montagne. Maintenant, la réalité c'est que quand les pilotes s'approchent, ils ne voient pas la montagne, ils voient la piste, ils voient la mer. Ils ne voient rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a un microclimat. Le microclimat fait ceci. Imaginons on a du vent qui vient de la mer, qu'on appelle le vent de mer, qui souffle le jour, qui souffle assez puissamment de la mer vers la terre et qui apporte avec lui de l'air chargé de l'humidité. Quand cet air arrive au niveau de la montagne, il fait quoi? Il est propulsé vers le haut. L'air qui est propulsé vers le haut fait quoi? Il va se détendre, donc sa pression va baisser et il va refroidir. Et l'eau qu'il contient va commencer à condenser sous forme de gouttelettes et former donc des nuages. Ces nuages vont cacher la montagne, ou en tout cas le sommet de la montagne, et vont cacher aussi l'aéroport. Donc il faut faire ce qu'on appelle une percée IFR. Ça veut dire qu'il faut traverser la couche nuageuse en faisant une descente purement aux instruments pour pouvoir arriver à la piste. Alors, pour que cet avion puisse faire cette approche, il lui faut ce qu'on appelle des aides à la navigation. Il lui faut des balises au sol qui lui permettent donc de s'aiguiller correctement.
il n'y a pas de contrôle radar à l'aéroport de Dubrovnik, en ces temps-là en tout cas. Et ce que les Croates avaient installé, ils avaient installé tout simplement 2 balises de type NDB. Alors, une qu'on appelle CV, Charlie Victor, elle est proche, elle est dans l'axe de piste, et très proche de la piste. Et puis à peu près 18 km plus loin, ils ont installé une autre balise, NDB aussi, qu'ils ont appelée KLP, qui se trouve sur une île. Les 2 balises matérialisent l'axe de piste. Le système est extrêmement rudimentaire. Le système des NDB date des années 30, littéralement. Il date d'une époque où la navigation était plus un art qu'une technique. Il est extrêmement difficile à utiliser. Il y a une grosse association de pilotes aux États-Unis qui avait sorti un article il y a quelques années, qu'il a intitulé « La peur de l'aiguille ». Parce que justement, les balises NDB, leur signal se matérialise dans le cockpit par une aiguille dans un instrument qu'on appelle l'ADF. ADF. Et en fait, cette aiguille tourne pour indiquer où se trouve la balise. Alors, si la balise se trouve à droite, par exemple à 3 heures, ben, l'aiguille indiquera à droite. Si la balise se trouve à 9 heures, à gauche, l'aiguille va tourner et indiquer 9 heures. Si l'avion passe au-dessus de la balise, l'aiguille va faire un cercle, un tour sur elle-même. Elle va indiquer d'abord comme quoi la balise se trouve devant, et quand l'avion va la survoler, la balise, ben, l'aiguille va faire demi-tour et indiquer que maintenant la balise est derrière. C'est un instrument relativement simple à comprendre, mais à utiliser, il est extrêmement difficile. Parce qu'en réalité, on ne demande pas à un avion d'aller juste vers une balise n'importe comment, on lui demande de suivre une route bien précise. Et c'est là où ça se complique, avec ce qu'on appelle l'ADF. Prenons cet avion, par exemple. La balise est là, et j'ai cet avion-là. Les avions, ils doivent voler selon des routes spécifiques. Il ne s'agit pas de voler n'importe comment, mais prendre une route. Avec ces balises-là, garder une route est très difficile. Pourquoi? Parce que imaginons la situation suivante. Imaginons que cet avion aille vers la balise, donc il y a une aiguille qui dit « voilà, la balise est droit devant », et le pilote suive l'aiguille. Imaginons qu'il y a un vent, par exemple, qui vient de ce côté, comme ça, qui souffle. Que fait l'avion? J'exagère le mouvement. L'avion ira vers la balise en faisant une sorte d'arc. D'accord? Donc, s'il veut pas faire cet arc, s'il veut aller en suivant une route, il va falloir que l'avion aille littéralement en crabe. Les avions volent tout le temps en crabe, en fait. Ils volent pas comme ceci, ils volent tout le temps en crabe, plus ou moins exagéré, en fonction du vent. Donc, quand vous incluez le vent là-dedans, ça va devenir plus difficile. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'aller vers la balise en suivant l'aiguille, il s'agit de décaler l'aiguille de sorte que on tient compte du vent. C'est une des difficultés, entre autres, de l'utilisation de l'ADF. Alors, statistique américaine, 60% des pilotes américains n'ont pas utilisé d'ADF durant les 12 derniers mois. La majorité des pilotes, que ce soit en Amérique ou ailleurs, ont du mal à utiliser l'ADF et beaucoup ne savent pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que il y a de moins en moins d'approches NDB en réalité. Il y a de moins en moins d'approches qui exigent de l'utiliser. Donc, ça se perd. Il y a des instruments beaucoup plus faciles, beaucoup plus intuitifs, beaucoup plus user-friendly, si vous voulez, que cet instrument datant des années 30. Donc, fatalement, les gens perdent l'usage de cet instrument-là. C'était le cas dans l'US Air Force. Ok. Maintenant, si on regarde l'aéroport de Dubrovnik, manque de moyens, parce que cet instrument est très cheap. Les balises NDB coûtent rien du tout, comparativement à d'autres instruments plus compliqués, comme l'ILS par exemple. Pour installer un ILS sur un axe d'approche, il faut au moins $1 million. Parce qu'il faut l'installer, il faut le calibrer, il faut des techniciens, il faut le réviser régulièrement. Alors qu'un NDB, pour $20 000, vous pouvez avoir une balise NDB. D'accord? C'est ça. Donc, vu qu'on est dans un pays qui sort d'une guerre, ben dans l'axe de piste, on va faire quoi? Ben, le mieux qu'on puisse faire, c'est on t'installe 2 balises dans l'axe de piste, tu te débrouilles avec. Ok. Pour faire cette approche correctement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut 2 balises, il faut 2 capteurs ou 2 instruments ADF dans l'avion. Ça veut dire qu'en fait, il y a les 2 balises. Donc, ce qu'il faut faire, c'est les programmer les 2 en même temps et puis aller dessus. La seule façon d'être sûr qu'on est dans l'axe de piste, c'est que les aiguilles de KLP et de CV se trouvent l'une sur l'autre. Hein. Quand l'avion est entre les 2 balises, les 2 aiguilles doivent être absolument l'une sur l'autre. Pas nécessairement indiquant droit devant,
faut tenir compte du vent. Les deux aiguilles ont le droit de bouger. Elles bougeront en étant, si vous pouvez imaginer, elles vont fuir le vent, elles vont être poussées par le vent. Donc si le vent vient de droite, les deux aiguilles vont aller vers la droite. Si le vent vient de gauche, les deux aiguilles vont aller vers la gauche. Et en fait, il faut les deux aiguilles qui marchent. Si l'avion s'écarte de l'axe, si l'avion s'écarte doucement de l'axe de la piste, les deux aiguilles vont commencer à former un X. Selon dans quelle direction l'avion s'éloigne. Elles vont former un X. Je vous dis, c'est extrêmement difficile à utiliser. C'est de l'époque où la navigation était un art, plus qu'une technique. Voici le problème. Le Boeing 737 de l'armée avait qu'un seul récepteur, avait qu'un seul ADF à bord. D'accord, il lui en faut deux, il n'y a qu'un seul. Comment il va faire? Il y a une difficulté. Il faut changer de fréquence régulièrement. Il faut sauter d'un instrument à l'autre très rapidement. Ça veut dire que pour voir le X, qui veut dire qu'on est à l'écart de l'axe, ce qu'il faut faire, c'est rapidement se souvenir de la première aiguille, rapidement changer de fréquence, elle va bouger, et puis comparer sa position précédente à la position maintenant, et puis voir si l'aiguille bouge ou pas. Normalement, si on est purement dans l'axe, l'aiguille, ce qu'elle doit faire, elle doit faire 180 degrés sur elle-même et venir afficher exactement le même axe qu'avant. Problème, un autre problème. Dans les avions, même les avions d'aéroclub, il y a ce qu'on appelle des présélections de fréquences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez une fenêtre pour afficher une fréquence, qu'elle soit de communication ou de navigation, il y a deux fenêtres. Il y a une fréquence active qui maintenant est utilisée, et il y a une qui est une fréquence en attente ou en stand-by. Donc, les pilotes, ce qu'ils font généralement, ils affichent la fréquence qu'ils utilisent maintenant et la fréquence qu'ils vont utiliser après. Ce qui leur permet, quand il s'agit de changer de fréquence, juste d'appuyer sur un bouton et tac, instantanément, ils changent d'une fréquence à l'autre. Ce 737 n'était pas équipé d'un tel système. Il n'avait qu'une seule fenêtre. Donc, pour changer de fréquence entre KLP et CV, régulièrement, il fallait aller sur les boutons et changer réellement de fréquence. Donc ça prenait 10, 20, 30 secondes pour changer la fréquence, attendre que l'aiguille affiche, se stabilise, et après rapidement rechanger pour revenir à la prochaine station et comparer sans arrêt. Ce n'est pas très efficace. Alors, si on additionne à cela le fait que les pilotes n'ont aucune expérience ou très peu d'expérience, en particulier les Américains, avec les approches 1 dB, parce qu'il n'y en a pas aux États-Unis, où il y en a très peu, là on a une recette pour le désastre. On a vraiment une recette pour le désastre. Rajoutez à cela quelque chose de psychologique. La pression opérationnelle. La pression opérationnelle, c'est la mauvaise fée de l'aviation. Là, ce jour, le 3 avril 1996, il y a 5 avions qui arrivent avant celui de Ron Brown. 5 avions comportant des dignitaires, comportant président, premier ministre, journalistes, financiers, banquiers, PDG. Tout le monde est là. Vous imaginez si l'US Air Force, les pilotes disent on peut pas atterrir parce qu'on n'a pas l'équipement, parce que notre avion n'est pas équipé, ou parce qu'on n'a pas l'habitude, on ne sait pas utiliser correctement une approche 1 dB. Vous imaginez la honte? Il y a une pression énorme sur leur dos. Ils doivent atterrir coûte que coûte. Ils vont tenter d'atterrir. Au milieu de l'après-midi, tout le monde les attend. Il y a des tables qui sont installées dans le hall, il y a des filles qui viennent avec des tenues traditionnelles, des gâteaux, des boissons, tout est là pour faire la fête et signer des contrats. Et soudainement, l'avion de Monsieur Brown disparaît des radars. On le cherche. Il est où? On ne sait pas. Il répond pas à la radio. On s'inquiète. Mais soudainement, il y a des marins qui disent on a vu des choses tomber en mer. On a vu des choses tomber en mer. Et là, le bruit court qu'il s'est écrasé en mer. Alors tout le monde commence à chercher en mer. On envoie des bateaux en mer, dans l'Adriatique, face à l'aéroport. Ils commencent à chercher. Il y a les Français qui sont là, qui participent à une mission de maintien de la paix, qui font décoller des hélicoptères, qui vont aussi chercher au-dessus de la mer. Et ils cherchent tous un T-43. Un T-43, c'est un avion à hélice, un avion d'entraînement à hélice. Et puis ils cherchent un avion à hélice dans lequel il y avait le secrétaire d'État américain au commerce qui s'est écrasé quelque part en mer. Ils vont passer des heures à chercher, ils vont rien trouver. Alors, quelques heures plus tard, il y a un vieux monsieur qui vit dans une maison en montagne,
Soudainement, à un moment donné, les nuages se lèvent un peu, un tout petit peu. Et il a l'impression d'entrevoir les restes d'un avion de ligne. Il voit les restes d'un avion de ligne sur le flanc de la montagne. Soudainement, il réalise que quelques heures précédemment, il avait entendu un bruit très fort qu'il avait pris pour du tonnerre. Il n'a pas le téléphone. Il prend sa voiture, il descend, prend un chemin sinueux le long de la montagne. Une demi-heure plus tard, il arrive chez le voisin, prend le téléphone, il appelle à l'aéroport, il dit « Est-ce que vous cherchez un avion de ligne ?» Il y en a un sur le bord de la montagne. C'est là où les recherches vont s'orienter donc vers la montagne. C'est très dur de s'approcher. Ils ont du mal à accéder donc à l'endroit. Et ce que va faire l'armée croate, ils vont envoyer des commandos, c'est des gens qui vont descendre d'un hélicoptère par des cordes. Et donc ils vont se laisser descendre de l'hélico et ils vont aller à l'épave qui était là. Dans la partie arrière, l'empennage, qui était relativement préservé, ils vont trouver une seule personne en vie, une hôtesse de l'air, qui était entre la vie et la mort. Ils vont tout faire pour la sauver, pour la transporter vers l'hôpital de Dubrovnik, mais elle n'arrivera jamais. Elle mourra en chemin. Les autres, tous sont morts. Il y avait 35 personnes dans l'avion, 35 morts. Alors, bien sûr, très rapidement, la nouvelle éclate dans le monde que, bon, voilà, Ron Brown, mort dans les montagnes croates. Quelques jours plus tard, c'est son enterrement, ses funérailles aux États-Unis. On voit Bill Clinton sortir en rigolant des funérailles. Et après, quand il réalise qu'il y a une caméra qui est pointée sur lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête de rigoler, il baisse la tête. Puis à un moment donné, il commence à se frotter les yeux et à pleurer. Alors, en tout cas faire semblant de pleurer, des larmes de crocodile. Alors, l'histoire, nous parlons ici d'une histoire tout simplement en apparence en tout cas. En apparence, il s'agit d'une histoire malheureuse. Mauvaise météo, pression opérationnelle, avion sous-équipé, pilote inexpérimenté avec ce type d'instrument. On va dire que quelque part, M. Ron Brown avait les statistiques contre lui ce jour-là. Voilà, il a fini dans la montagne. Maintenant, il y a autre chose. On peut aller plus loin. Quand l'enquête a commencé, il s'agissait de parler assez rapidement aux gens qui s'occupent des systèmes de navigation de l'aéroport. Donc, qui gèrent, qui entretiennent ces balises KLP et CV, Charlie et Victor, pour savoir si les balises étaient bien en fonction, si elles étaient bien maintenues et tout. Et le problème, c'est que quand ils veulent parler aux responsables de la navigation à l'aéroport, ben ils le trouvent mort. 3 jours plus tard, le monsieur ne trouve rien de mieux que de prendre un flingue, il se le met au niveau du cœur, il appuie, il est mort. L'affaire a été classée comme suicide. L'enquête était faite par le fils même du président Tudjman, président croate. Le président croate, lui, avait 2 inquiétudes en fait qui pesaient sur lui. Première inquiétude, c'est que le tribunal pénal international le cherchait pour des histoires d'épuration ethnique et autres. Donc il avait besoin de protection, en particulier de protection des États-Unis. Deuxièmement, il avait un autre problème. Il avait un problème encore plus pressant. Il avait un cancer. Et ce n'est pas dans les installations vétustes d'un pays qui sortait de la guerre qu'il allait se faire soigner. Il avait besoin d'aller dans un pays comme les États-Unis, par exemple, pour se faire soigner de son cancer. Autrement, il allait le tuer, ce cancer-là. Donc, le président était dans une situation où il pouvait refuser rien à personne. La police qui a enquêté sur la mort du gars de la navigation a été gérée par le fils du président croate. On est dans une situation où le président croate ne peut rien refuser aux Américains. Celui qui avait une inquiétude qui pesait sur lui, c'est Bill Clinton. Pourquoi? Parce que 96, c'est une année d'élection. Il remettait son siège en jeu. Or, remettre son siège en jeu, c'est un moment très dangereux, c'est un moment où on n'a pas envie de scandale. Alors les scandales, il y avait des scandales qui pouvaient sortir. Entre autres, Ron Brown était le financier de la campagne de Bill Clinton, était celui qui gérait les finances de la campagne, était celui qui gérait les dons, entre guillemets, le système d'extorsion des fondations Clinton, qui était un système d'extorsion sans limite, international. Bill Clinton avait reçu, entre autres, de l'argent de la Chine pour sa campagne. Et après, il a permis, par le biais de Ron Brown,
il a permis à une entreprise américaine de vendre des secrets de fabrication de missiles à la Chine. Ron Brown savait tout ça. Ron Brown était, 2 ans avant sa mort, en Afrique du Sud. C'était Mandela, c'était la cérémonie pour que Mandela devienne président. Là-bas, il a rencontré Benazir Bhutto, il a rencontré les Bhutto, il a rencontré Benazir Bhutto et son mari. Les Bhutto vont jouer un rôle très important dans la politique et dans les finances dans de nombreux pays occidentaux. Pourquoi? Parce que les Bhutto, par l'entremise de Ron Brown, cherchaient à obtenir un magot qui était coincé. C'était un magot de 500 millions de dollars. C'était un magot d'1 demi-milliard de dollars qu'il voulait ramener par l'entremise de Ron Brown. Alors, il faut revenir un peu en arrière. Je vous donne les éléments comme ça en vrac, et c'est à vous après, si ça vous intéresse, d'aller creuser pour essayer de reconstituer les pièces du puzzle. Si on revient dans les années 80, le Pakistan avait commandé aux États-Unis des F-16. Le Pakistan était très proche des États-Unis. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de la guerre en Afghanistan, URSS contre les États-Unis par proxy, qui se passait en Afghanistan, le Pakistan jouait le jeu des Américains. Le Pakistan, c'était la plaque tournante qui permettait aux Américains de ramener des djihadistes qui allaient aider donc les Afghans à lutter contre les Soviétiques, avec de l'armement américain et du soutien américain. Donc, le Pakistan est sorti très fort de cette histoire, avec des relations très soudées avec les États-Unis. Donc, il va acheter des F-16. Il paye pour des F-16, il commence à en recevoir des F-16. Sauf qu'à un moment donné, au milieu de la livraison, une partie était livrée, il y a un sénateur, Frank Pressler, du Dakota, qui monte au créneau et qui va faire passer un amendement qui va dire que on ne fait pas confiance aux Pakistanais, ils sont en train de développer l'arme atomique, et on a peur qu'ils utilisent nos F-16 pour balancer des armes atomiques. Le F-16 est capable de transporter une arme atomique. Et donc, il va bloquer les livraisons. Quand les livraisons sont bloquées, l'argent est gelé. Donc, non seulement les États-Unis ne livrent pas les avions, ils vont sortir des usines et ils vont aller les placer dans des hangars, mais ils endorment la mise. Ils bloquent l'argent en banque. Quand la Bhutto arrive au pouvoir, Benazir Bhutto, elle veut le fric. Et elle le veut pour elle. Benazir Bhutto, elle avait lancé un système de corruption dépassant l'entendement. Une bonne partie de l'économie du Pakistan était captée par elle-même sur ses comptes privés. Quand elle est morte, on a estimé sa fortune à plus d'1 milliard de dollars. Elle avait des comptes dans énormément de pays, à Hong Kong, en Suisse, à Taïwan, dans plein de pays. Elle avait des propriétés en France, aux États-Unis. C'était une femme qui dormait sur un empire extraordinaire. Et ce qu'elle voulait, elle voulait le demi-milliard pour sa gueule. Elle le voulait pour elle-même. Elle en parle donc à M. Ron Brown. Elle veut qu'il fasse du lobbying auprès des Clinton pour qu'il lâche l'argent. Et puis en échange, bien sûr, elle peut aider pour le financement de la campagne de Clinton. M. Ron Brown, quand il rentre après l'intronisation de Nelson Mandela, quand il rentre à Washington, il va chez l'ambassadrice du Pakistan. L'ambassadrice du Pakistan, Madame Lodi, Madame Maliha Lodi, qui avait obtenu ce rôle extrêmement convoité, elle était une très bonne amie de Benazir Bhutto. C'est comme ça qu'elle a obtenu ce rôle-là. Le frère de Madame Lodi était un cadre à la BCCI. La BCCI était une époque la 7e banque privée au monde. Elle était basée au Luxembourg. Elle a coulé en 91, un scandale de dimension mondiale qui a touché beaucoup de monde. La BCCI faisait transiter de l'argent pour des cartels colombiens de cocaïne, pour la CIA, pour des guerres civiles, pour des révolutions, pour du blanchiment, pour des hommes politiques, pour des partis. La BCCI était basée à Luxembourg, mais la BCCI, à la base, c'est une affaire pakistanaise. Elle a été créée par un Pakistanais à Karachi. Donc c'était une affaire pakistanaise. Le frère de l'ambassadrice, c'était la BCCI. La BCCI défunte
en 91, continuait à opérer en sous-main, même si elle était fermée en 91, elle continuait à opérer. D'ailleurs, plus tard, jusqu'au début des années 2000, on trouvera chez une chambre de compensation qui s'appelle Clearstream, on trouvera des transactions de la BCCI qui étaient censées avoir fermé 10 ans plus tôt. Clearstream, grosse affaire, touchait même des politiques en France. Donc en fait, ce système-là, dans lequel était Ron Brown, dans lequel Ron Brown a mis le doigt, c'était un système de financement occulte, de partis, de révolutions, de gangs, de blanchiment d'argent et tout ça. À un moment donné, Ron Brown était l'homme qui en savait trop. Et il savait trop en particulier sur le clan Clinton. Or, les gens, il y a une sorte de relation mathématique qui s'est jamais vraiment démentie, c'est que plus quelqu'un en sait sur les Clinton, plus vite il va mourir. Ça semble, il y a une relation inversement proportionnelle entre l'espérance vie et le savoir que les gens ont sur les Clinton. Un nombre impressionnant de personnes qui en savaient sur les Clinton ont fini mortes dans des accidents inexplicables. Donc, je disais que en 96, Bill Clinton avait peur d'une chose. La justice était en train de s'approcher de Ron Brown. Voilà. Si Ron Brown tombait, qui était forcé de témoigner, il allait dire beaucoup de choses. Donc en réalité, la chute de Ron Brown, quelque part, la mort de Ron Brown, a été extrêmement providentielle pour les Clinton. C'est qu'ils ont une chance extraordinaire parce que par sa mort, il va les sauver. Il va assurer l'élection de Bill Clinton. D'ailleurs, une semaine après l'élection de Bill Clinton, le président croate s'envole pour les États-Unis où il est soigné dans un hôpital militaire pour son cancer. Vous voyez, très intéressant. Potentiellement, ce qui a pu se passer, potentiellement, parce que ces pilotes n'étaient pas sans ignorer les caractéristiques du terrain, n'étaient pas sans ignorer, n'étaient pas sans savoir les caractéristiques du terrain, les balises, la difficulté de l'approche, l'imitation de leur appareil. On peut imaginer qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. C'est pas des gens qui allaient parier leur vie et celle de leurs passagers, allaient juste descendre à travers les nuages et se taper la montagne si jamais leur pari s'avère erroné. Probablement, ce qui a pu se passer, techniquement ce qui aurait pu se passer, les balises NDB sont des balises comme la balise Charlie Victor, que vous voyez sur les cartes d'approche, c'est des balises de l'ordre de 50 watts. C'est une balise qui ne consomme pas grand-chose. Elle peut être alimentée par batterie. S'il s'agit d'alimenter pendant quelques heures ou quelques minutes, des batteries peuvent suffire. Elles peuvent être assez petites pour être portables, portatives. On peut imaginer la situation suivante. Le gars de la navigation, quand l'avion de Ron Brown s'annonce à 5 minutes du terrain, parce que la balise CV Charlie Victor est captée relativement tard. C'est pas une balise très puissante. Elle capte pas, elle les met pas très loin. Il suffit que, dès que l'avion est à 5 minutes ou 10 minutes du terrain, éteindre la balise Charlie Victor originale, tac, l'éteindre. Donc il y a un technicien là-bas, dès qu'il reçoit un appel radio, vas-y, éteins-la, clac, et il va tirer un fusible ou il va déconnecter un câble, la balise s'éteint. Au même instant, il y a quelqu'un d'autre sur le flanc de la montagne, à 3 km de là, qui va allumer une balise portative qui enverra le même signal d'identification Charlie Victor. Ces balises, il n'y a pas une identification très sérieuse. C'est pas une clé ou une clé numérique ou autre qui va les identifier. Non. Du moment qu'elle émet sur cette fréquence et qu'elle émet le bon identifiant, elle s'affichera correctement sur l'avion. Il n'y a rien, il n'y a aucun niveau d'authentification de ces balises-là. Donc, il va allumer la balise CV sur la montagne. Les pilotes chopent la première balise KLP, ils passent au-dessus, l'aiguille fait demi-tour, changent leur fréquence et ils affichent la balise CV. La balise CV est là devant eux, elle est peut-être 10 degrés à gauche que ce qu'elle aurait dû être, mais 10 degrés, avec l'imprécision de ce type de balise et tout ça, ils vont pas trop tilter sur ça. Ils vont aller vers elle. De temps en temps, ils changent de fréquence. Balise KLP bien derrière nous, la balise CV bien devant nous. Les aiguilles, l'aiguille fait demi-tour. S'il y avait 2 aiguilles, elles auraient été l'une sur l'autre. Tout est carré en fait. L'avion continue à descendre. Il passe la balise KLP à 4000 pieds, comme c'est indiqué sur la carte. Par la suite, il commence à descendre et normalement,
les deux balises sont distantes de 9,9 miles et elles sont au-dessus de la mer. Cette distance-là se trouve principalement au-dessus de la mer, ce qui permet à l'avion de descendre à 2100 pieds, environ 2151 je crois, 2151 pieds, et puis voir si la piste est là ou pas. S'il y a la piste, il atterrit à vue, s'il n'y a pas la piste, il dégage. Toujours est-il que les pilotes sont en train de descendre vers les 2100 pieds, vers la balise CV qui est droit devant eux, et soudainement il y a la montagne qui remplit entièrement les hublots, et bam, c'est le crash. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Très rapidement, on allume la balise originale, CV, la balise portative est ramassée, elle disparaît, le type de la navigation qui a aidé, bon, il est flingué, voilà, il ne pourra plus témoigner. Le 737 n'avait pas de boîte noire, n'avait pas d'enregistreur de vol, parce que très souvent, l'armée n'aime pas ce genre d'équipement, parce que c'est des mouchards quelque part, parce que ces avions sont utilisés dans des missions secrètes, les pilotes peuvent parler entre eux et évoquer des choses, des éléments secrets d'une mission. On n'a pas envie que ce soit enregistré, on n'a pas envie que quelqu'un puisse venir la nuit par exemple, et puis télécharger le contenu du CVR, le contenu du DFDR, et savoir un petit peu, espionner un peu, et savoir où a été cet avion, ce qu'il a fait, ce qu'ont dit les pilotes, ce qu'ils ont entendu sur un canal de communication crypté par exemple. Ça sert à rien de crypter une communication, si par exemple le contenu de la communication est enregistré par un micro et puis placé dans le CVR. Donc il n'y a pas de CVR, il n'y a pas de DFDR, il n'y a pas de boîte noire. Ça signifie que lorsque le crash a eu lieu, bon, plus rien. Donc quelque part, on se demande si il n'y a pas eu une sorte de sous-traitance de ce crash-là, parce qu'il faut savoir que chez les services qui font ce genre de choses, l'accident de voiture et le crash d'avion, ils sont devenus experts là-dedans, parce que c'est tellement compliqué que il devient assez facile de maquiller un accident un assassinat en accident. Alors par la suite, bien sûr, il y aura toujours quelques détails qui ne contrôlent pas, il y aura toujours quelques trucs sur lesquels on peut chipoter, mais on ne pourra jamais rien prouver. Vous voyez? Voilà. En tout cas, la mort de Ron Brown, je disais, a été extrêmement providentielle pour le couple Clinton. Voilà. Très bientôt mes amis, et puis je vous vois dans une autre vidéo.